L'association Inconscient, c'est une association qui a pour but de promouvoir et de favoriser les approches complémentaires d'aide à l'accompagnement de la personne à travers toutes ces différences. Donc c'est des praticiens et praticiennes diverses et variées qui viennent tous les mois vous faire une présentation sur une thématique. J'espère que vous avez tous pris votre petit papier de présentation du programme pour la saison qui commence aujourd'hui. Et puis à chaque soirée, vous avez 2 praticiens ou 3 praticiens qui viennent présenter ce qu'ils font et puis surtout converser avec vous et partager avec vous. Voilà. Pour l'ouverture de la saison, nous avons la chance d'avoir une personne qui vient de très très loin. Vous allez le reconnaître à son accent, je ne sais pas vous, mais rien qu'avec l'accent, vous allez le reconnaître. Isabelle David. Isabelle David est une conférencière, coach professionnelle, internationale. Je suis très ému en fait. Je vais vous avouer, je suis très ému de la voir ici pour cette conférence. C'est elle qui m'a formé, c'est mon mentor, donc je suis très ému. Voilà. Elle pratique plusieurs pratiques évidemment, en PNL, en hypnose également, en coaching, et notamment le coaching PNL. Pour la soirée, la conférence a une thématique. Alors, je pense que vous le savez tous. Pourquoi le coach aujourd'hui est-il tellement utile? Vous allez être surpris, je pense, par ce que va vous présenter Isabelle. Je pense que vous allez avoir plein de questions aussi à lui poser. Et au-delà de la conférence, elle va vous proposer une démo. Donc, avant d'entendre l'heure. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis à la fin de la soirée, vous serez tous invités pour le pot d'honneur qui se situera dans la salle de l'autre côté là-bas. Merci à vous. Bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si je dois parler comme chez nous. Comme ça, c'est sûr que vous me reconnaissez mon accent. Mais je pense que je vais parler avec mon autre voix. Mais vous reconnaîtrez sûrement aussi de temps en temps des fluctuations du langage ou des expressions particulières de chez nous. Voilà. C'est la première fois que je viens dans la région ici. Ça fait des années que je viens en Europe. Mais la première fois ici, donc pour moi c'est un privilège d'être avec vous. Et encore plus un privilège d'être en conscience. Bien que le mot est extraordinaire, le terme est magique. Être dans cet espace de conscience par rapport à soi, par rapport aux autres, et dans l'accompagnement, puisque le sujet de ce soir c'est aussi le coaching, d'être dans un coaching qui n'est pas un coaching comportemental, qui n'est pas un coaching tout simplement de développement des capacités et des compétences, mais un coaching de l'être. Et c'est dans cette conscience-là, je dirais, que ça me fait vraiment particulièrement plaisir de vous rencontrer, dans cet échange d'âme à âme, de cœur à cœur, on peut dire ça comme ça, et dans cette ouverture d'esprit, réellement. Il y a toutes sortes de formes de coaching. C'est pour ça que je vous parle qu'aujourd'hui, mon intérêt avec vous, c'est ce coaching d'être, et non pas uniquement un coaching de performance, même si ça existe, bien sûr. Il y a toutes sortes de formes de coaching, encore une fois. Mais notre propos ensemble, c'est comment accompagner l'être humain, comment s'auto-coacher, parce qu'on peut le faire pour soi aussi, c'est pas juste pour les autres. Une fois qu'on a appris comment le faire, la beauté de la chose, c'est qu'on se l'auto-applique. Donc régulièrement, je me pose des questions de coach à l'intérieur de moi pour me faire avancer moi-même. Et comment est-ce qu'on utilise aussi le coaching dans cet accompagnement, et comme le titre le dit, c'est quoi dans son utilité en fait? Parce qu'il y a toutes sortes d'approches qui existent, très complémentaires les unes aux autres. D'ailleurs, comme Evrard l'a dit, moi-même je suis formée en toutes sortes d'approches, mais j'enseigne particulièrement plus la PNL, l'hypnose électronienne et le coaching, déjà plus de 30 ans. Donc ça fait déjà pas mal d'années, dans différents pays, différents continents. Mais dans l'accompagnement, moi-même j'ai été formée en plein d'approches, dont entre autres dans certaines approches que certains d'entre vous utilisez avec vous-même ou avec vos clients. Donc on fait juste des choix par affinité à un moment donné.
Et c'est ce qui m'a emmené au coaching. Ce qui m'a emmené au coaching. C'est un mot, le coaching, que j'aime beaucoup de par sa propre définition, mais qui en même temps est peut-être très mal utilisé par beaucoup de gens, un peu partout sur la planète. Ah, ça a changé, hein? Donc, je vais me permettre de redéfinir un petit peu c'est quoi le coaching et le repositionner ou le resituer finalement aussi par rapport au contexte thérapeutique, parce que le coaching, c'est bien des choses, mais c'est pas certaines choses aussi, et ce n'est pas de la thérapie. D'accord? Donc, on a chacun nos créneaux et chacun notre façon de procéder. Selon la thématique pour laquelle la personne consulte, par exemple en accompagnement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des anglophones, je vais y revenir tout à l'heure, dire le coach, parce qu'en fait en anglais on dit coaching, en français mais c'est coaching, coach. Et le coach, en fait, c'est le cocher. Et c'est une super belle métaphore, le cocher. Tu sais, dans les diligences, la personne, le cocher qui est en avant. Donc, finalement, qui prend les clients et qui les emmène à bon port, à bonne destination, qui les amène là où ils doivent aller, les retourner chez eux. Et je trouve que c'est une belle métaphore pour expliquer ce que c'est finalement que l'accompagnement du coaching. C'est d'emmener les gens à leur destination, mais que eux ont choisi. Et non pas nécessairement les emmener nous, on voudrait qu'ils aillent. Donc, les emmener chez eux, dans leur maison. Bon, évidemment, c'est une métaphore. Dans le coaching, on n'a pas les chevaux. Oui, remarquez, oui, il y a du horse coaching qui existe, oui, c'est ça. Mais la plupart du temps, consultation dans notre bureau, les chevaux ne sont pas là. Mais c'est cet accompagnement, finalement, d'emmener la personne à réaliser. Et c'est pour ça que le coaching est vraiment extraordinaire. Qu'on accompagne quelqu'un, c'est d'emmener les gens à réaliser leurs rêves. Quoi de plus beau quand même? Emmener les gens à se à réaliser ce qui est important pour eux, à aller de l'avant, à mettre en place leur objectif. Combien d'entre vous, vous avez eu tous, bien sûr, des défis dans la vie, on en a tous, des objectifs, des décisions que vous avez prises, et quelquefois, pour toutes sortes de raisons, vous n'avez pas réussi à atteindre votre but aussi rapidement ou aussi facilement que vous auriez aimé. Il y en a combien? Ah, merci, je pensais que j'étais la seule. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a un côté de la salle qui en a eu plus que d'autres. Donc, le coaching, c'est un outil d'accompagnement. Et un outil d'accompagnement orienté solution. Donc, ça veut dire quoi, orienté solution? Ça veut dire que principalement, à l'inverse d'autres approches, le mode coaching va emmener la personne à trouver des réponses ou à des solutions, pas uniquement à une problématique. D'ailleurs, très souvent, ce n'est pas nécessairement une problématique, mais par rapport à un défi ou un objectif que la personne s'est fixé. Donc, au lieu de retourner dans l'enfance, dans ce que la personne a vécu dans le problème, ce qui est merveilleux et très approprié dans le domaine thérapeutique et absolument nécessaire pour certaines personnes, le coaching va, dans son cas, emmener la personne plutôt du présent, aller vers l'avenir et vers le futur, en allant chercher des ressources, des forces, des solutions à mettre en place. Donc, ce qui est bien, voyez-vous, c'est qu'il y a de la place pour toutes les approches. Parce que chaque approche a une orientation et chaque approche prend la personne sous un angle différent selon ce que la personne a besoin. Donc, c'est assez fréquent que le coach un coaché, donc on les appelle des coachés, et que le coaché aussi avoir quelqu'un d'autre en massothérapie ou en ostéopathie ou carrément en thérapie. Il n'y a pas de contre-indication finalement des approches ensemble, puisqu'elles ont une orientation différente. Donc moi, ce que j'aime particulièrement dans l'approche du coaching, c'est quand la personne arrive en disant j'ai un objectif que je veux réaliser. Il y a quelque chose qui est important pour moi. Et seul, des fois, c'est difficile de tout clarifier, de tout comprendre. Vous savez, il arrive quelquefois que notre inconscient, surtout pour les personnes qui font de l'hypnose, vous connaissez le mot inconscient,
que notre être intérieur, notre inconscient, ben, même s'il a beaucoup de ressources, il a beaucoup de solutions, ben, si on ne lui demande pas son avis, ben, des fois notre mental, lui, il va faire des choix, il va mettre en place des objectifs, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs choix ou les meilleurs objectifs par rapport à notre être en entier. Donc, dans ce coaching de l'être, dans ce coaching identitaire, et à la limite, pourquoi pas spirituel, ça dépend des croyances des gens qui consultent, aussi en coaching. Dans ce coaching-là, on va mettre en place et accompagner la personne dans la mise en place de ses propres solutions. Donc, c'est comment aller chercher nos propres ressources à l'intérieur de nous, nos propres forces à l'intérieur de nous, qui viennent des mêmes présupposés ou des mêmes croyances de base qu'on a en hypnose ericksonienne. Donc, c'est Milton Erickson qui croyait ça, que l'être humain a en lui toutes les forces et les solutions pour résoudre toute situation. On appelle ça les ressources internes. En PNL, on dit la même chose. Ça fait partie des présupposés de base de la PNL. On a à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires à tout changement. Alors là, vous allez me dire, ben oui, mais si on a toutes les ressources, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Bien, c'est parce que pour toutes sortes de raisons, on a des ressources qui sont dans le garage, dans le grenier. Alors chez nous, on dit plutôt des garages, mais je sais qu'ici, il y a plus peut-être de greniers que de garages. Beaucoup de ressources sont dans des placards, sont rangées à droite et à gauche, et à un moment donné, ben, on ne sait juste plus où ils sont. C'est pas parce qu'on ne les a pas. Parce que vous et moi, si on ferait le bilan et le tour de tout ce que nous, les gens autour de nous, ont, comme bien matériel par exemple, on se rendrait compte qu'on a pas mal tout ce qu'on a besoin. Donc à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, mais aussi avec des guides, des mentors, des gens autour de nous, des liens transgénérationnels, etc., on a à l'intérieur de nous toutes ces forces qui sont là et qui ne demandent que de revenir pour qu'on puisse pleinement les utiliser. Donc c'est dans ce coaching-là, ce qui vraiment est très intéressant pour les gens qui vivent l'expérience, c'est de rentrer en contact avec des compétences, avec des connaissances, avec des forces et avec des solutions qui ne viennent pas du tout de l'accompagnement. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Même c'est complètement différent du conseil. On ne conseille pas du tout en coaching. On ne fait que poser des questions. Mais poser des questions pour que la personne elle-même soit accompagnée pour faire ressurgir ces solutions et là où les solutions qu'elle seule peut être capable vraiment de connaître parce qu'elle vit avec elle-même et il n'y a personne de mieux que soi-même pour avoir ce qu'il faut pour mener sa vie. Maintenant, vous vous souvenez qu'en coaching, on ne travaille pas en thérapie. Donc ce que je dis là, c'est pour des gens sains. On s'entend bien que si les gens ont plein de problèmes psychologiques, ils vont voir un thérapeute, ils vont voir un coach. Mais dans l'orientation coaching, qui est aussi une orientation de développement personnel, et ou pour certaines personnes carrément de développement spirituel, c'est de recontacter notre être intérieur pour être de plus en plus en cohérence. Donc je ne sais pas si ce mot vous dit quelque chose, aligné, cohérent. En québécois, on dit que les babines suivent les bottines. Vous savez? Donc, cette cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et dans l'approche coaching, ben, on accompagne le client à retrouver cette cohérence intérieure pour se permettre d'être, entre guillemets, le plus vrai et le plus juste par rapport à lui-même. Il y a très longtemps de cela, donc je fais de la PNL et de l'hypnose depuis déjà plus de 30 ans, il y a très longtemps de ça, quelqu'un que vous avez sûrement déjà entendu parler, Abraham Maslow, pour nommer Abraham Maslow. Abraham Maslow était extraordinaire. Il est encore là où il est et par ses écrits et tout ce qu'il a fait. Et Maslow a découvert ce modèle, vous savez, de la pyramide des besoins. Et ce qu'il disait, si vous vous en souvenez, dans les besoins fondamentaux de l'être humain, à part les premiers besoins importants, dans ces besoins plus élevés, il y avait l'actualisation de soi. C'est-à-dire que dans la philosophie d'Abraham Maslow, qui est aujourd'hui reconnue comme étant de la psychologie positive,
alors que dans son temps, beaucoup de psychologues parlaient contre lui parce qu'il n'y avait qu'une orientation problème, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maslow disait ceci. Il disait, on ne peut pas on ne peut pas aider quelqu'un à aller mieux si on regarde que les difficultés, les problèmes. Et la métaphore qu'il utilisait pour décrire ça, c'était ce qu'on appelle en québécois une cour à scrap, mais qu'on appelle ici la casse. Donc ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas créer une voiture neuve en observant et en analysant des voitures à la casse. Ça a du sens quand on y pense. Et ça ne vient pas de moi, ça vient d'Abraham Maslow. C'est lui qui a dit ça. Et toute cette orientation solution, toute cette façon de penser avec des ressources, avec voir le côté constructif des choses, de là est parti tout le mouvement du potentiel humain, qui était et qui a été très 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 en vigueur et très très fort dans toute la Californie pendant des époques, entre autres dans les années 70, les années 80. Et dans ces années-là, c'est là que le bouillonnement de culture a développé aussi l'esprit de plusieurs personnes, dont entre autres de Richard Bandler, de John Gender, les créateurs de la PNL. Et dans la même lignée de cette orientation positive de la philosophie de pensée du docteur Milton Erickson, qui lui travaillait justement aussi avec cette orientation positive, même s'il était psychiatre. Et aujourd'hui, tous les travaux du docteur Erickson sont très reconnus à travers le monde, justement par sa philosophie hors commun, complètement différente de ce que d'autres thérapeutes à l'époque, aujourd'hui c'est autre chose, mais à l'époque pouvaient penser et imaginer. Donc moi j'ai eu la chance, très tôt, demeurant au Canada, d'être dans le bouillonnement de la culture autant européenne qu'américaine. C'est comme le beau mélange des deux. Et dans toutes ces orientations psychologiques, idéologiques, du positivisme, et là, pendant un bon bout de temps, vous savez, les gens imaginaient qu'il suffit de penser positivement à quelque chose pour qu'elle arrive. C'est pas ma vision du coaching. C'est pas ma vision non plus de tous les travaux de Maslow et d'autres, mais plutôt de se dire qu'à l'intérieur de nous, on peut aussi contacter des richesses. On peut aussi contacter des talents et des forces. Et qu'en contactant ces talents et ces forces, ça n'enlève pas nécessairement les problèmes qu'on a vécus. La thérapie sert à ça. Mais ça nous permet cependant de construire à l'intérieur de nous une force, pour certains d'entre vous, je dirais une force énergétique soutenante pour nous faciliter le chemin vers l'atteinte de ce que Maslow appelait le meilleur de soi-même, l'actualisation de soi. Donc, Maslow a travaillé pendant des années. Je dirais que c'est peut-être comme un de nos grands-grands-pères dans le coaching, en fait. Accompagner les gens vers cette orientation solution, vers comment mettre en place des choses aidantes, utiles pour nous. En d'autres mots, étudier une voiture neuve pour créer une voiture neuve. Étudier ce qui fonctionne pour mettre en place ce qui fonctionne. Contacter nos stratégies internes, nos façons de faire efficaces. Et en contactant nos façons de faire efficaces, les généraliser à d'autres situations, à d'autres contextes, pour que ce que l'on sait déjà faire, mais qu'on pense qu'on ne sait plus faire, tout simplement parce qu'on n'utilise pas tous les jours, bien évidemment, toutes les connaissances et les compétences qu'on a, parce qu'on en a des tonnes depuis qu'on est jeune, fait qu'au moment où on en a besoin, qu'on peut accéder, grâce à des questions que le coach va poser, faire émerger de l'être intérieur quelque chose qui va donner une solution, une guidance pour que la personne elle-même trouve, et j'insiste là-dessus, elle-même sa solution. Donc, je disais tout à l'heure que le coach n'est pas un consultant, il n'est pas non plus un thérapeute, il n'est pas non plus un enseignant, il n'est pas non plus un mentor. Je veux dire, la liste est longue de tout ce que le coach n'est pas. Mais le coach, sa spécialité, c'est pas une spécialité de contenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialiste de la réalité du client.
Et je parle autant du coaching entreprise que du life coaching ou du coaching individuel ou du coaching d'enfants, par exemple le coaching scolaire. Il y a plein de branches dans le coaching. Mais le coach, sa spécialité, c'est de faire émerger les compétences, les connaissances et les forces de son client. Donc c'est magnifique. Vous savez, quand dans une session, vous voyez la personne arriver, je ne sais pas si je vais atteindre mon but, je le veux, mais il y a des blocages, des choses qui m'empêchent. Et après quelques sessions, parce que c'est considéré comme des sessions brèves, donc c'est pas de la thérapie, mais c'est dans la lignée de la thérapie brève, puisque c'est avec les mêmes techniques qui ont été développées il y a très longtemps pour ça. Donc le coach, après plusieurs sessions, peut voir dans les yeux de son client la joie de dire « j'ai réalisé ce que je voulais réaliser ». C'est un grand bonheur en fait, de voir les étoiles cette nuit. Et ce qui est extraordinaire aussi dans tout ça, c'est qu'une fois que la personne a contacté ses ressources, elle devient autonome. Je veux dire, l'objectif, c'est pas que la personne continue chez le coach pendant 100 ans. Je veux dire, c'est pas du tout notre propos. Mais plutôt qu'elle retrouve ses façons de faire, qu'elle devienne consciente, qu'elle apprenne elle-même à les utiliser et qu'elle les utilise continuellement dans sa vie. C'est pour ça que je vous disais que plusieurs personnes font des formations de coaching, pas nécessairement pour faire du coaching d'accompagnement, mais pour faire de l'auto-coaching, pour apprendre à se faire à soi-même. Parce que c'est une méthodologie de travail pour vraiment être en contact direct avec notre être intérieur. Maintenant, je dis bien que le coach pose beaucoup de questions, mais de temps en temps, il ne pose pas que des questions quand même. Mais sur une session complète, le coach va très rarement donner son opinion, à moins que le client le demande. Parce que ce n'est pas notre propos, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour accompagner l'autre. Et le coach va aussi poser des questions que j'appelle « wow ». Vous savez, ce genre de questions où vous dites « wow, ça, cette question-là, j'y avais pas pensé ». Donc, plus on avance dans le coaching, parce qu'il faut bien démarrer quelque part, donc plus on avance dans le coaching, plus on va poser des questions, et des questions qui vont être hyper pertinentes et qui vont permettre à la personne de faire une nouvelle perspective ou une connexion avec quelque chose d'important pour elle. Et dans ce coaching que j'ai appelé tout à l'heure un coaching de l'être, parce que, entre autres avec les membres de l'association dont vous êtes, avec le titre de conscience, déjà est un bon départ pour le coaching de l'être. Dans cette conscience, la personne consulte le coach en sachant que ce n'est pas le coach qui va lui donner les solutions. Donc, la beauté de l'exercice pour le coach, c'est qu'il ne prend pas du tout sur ses épaules la responsabilité des résultats du client. En d'autres mots, dans le coaching, dans la philosophie de base du coaching, c'est la responsabilité, la responsabilisation de la personne. C'est elle qui trouve les solutions. C'est elle qui a les défis. C'est elle peut-être qui a créé les problèmes aussi. Donc, comment se responsabiliser pour emmener ensuite des étapes concrètes, des actions. Donc, en coaching, il peut y avoir des actions. Ce n'est pas vraiment des devoirs, mais la personne décide d'un plan d'action, et pour lequel elle est imputable, pour lequel elle va revenir parler au coach, peut-être la session d'après, ou par Skype, par Internet, ou par mail, selon des ententes au téléphone, selon des ententes avec le coach. Parce qu'un avantage marqué du coaching, c'est que surtout avec la mondialisation aujourd'hui, il peut se faire beaucoup, même si la personne ne se déplace pas. Donc ce n'est pas une façon de faire qui oblige deux personnes à être absolument en présence. Surtout s'ils se sont déjà rencontrés au moins une fois. À ce moment-là, il y a un lien déjà de créé. Et les gens peuvent très très bien faire un coaching par téléphone, surtout par Skype aujourd'hui, on peut voir, c'est visuel. Ça permet d'avoir un contact partout dans le monde. Vous savez, chez nous au Canada, il y a pas mal de neige.
Donc, quand il y a une tempête de neige, les gens sont bien contents de ne pas avoir à se déplacer. Et on peut faire le coaching, donc de cette façon-là aussi, en posant des questions pour que la personne aille encore plus à l'intérieur d'elle-même. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a différents niveaux de coaching. Il y a différentes façons de faire du coaching. Et il y a plein de définitions différentes du coaching. Donc, je vais vous en lire une, mais c'est une parmi tant d'autres. Chaque association de coach a sa définition aussi du coaching, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils utilisent différentes approches. Parce que dans le coaching, on peut faire, exemple, de l'hypno-coaching, on peut faire du coaching PNL, on peut faire du... Donc, plein d'approches complémentaires, comme celle que vous avez d'ailleurs, hein, se greffent magnifiquement bien à l'approche d'accompagnement qu'on appelle le coaching. Donc, la définition que je vais vous lire, c'est une définition du docteur Michael Hall. Alors, qui est le docteur Hall? Il a écrit une 50aine de livres. C'est un Américain, dont beaucoup de livres sur le coaching. Le coaching facilite et mobilise les ressources internes et externes du coaché vers l'atteinte de son objectif convenu dans le but de s'actualiser. Donc, c'est pas mal ce que j'étais en train de vous expliquer par rapport à cette approche-là. Donc, dans l'accompagnement, concrètement parlant, comment ça peut être utile, ce coaching-là? Bien, la personne arrive habituellement dans le coaching avec un objectif. Avec un objectif. Et avec cet objectif, donc la personne arrive, là, on va commencer habituellement par faire ce qu'on appelle une clarification d'objectif. Donc, toutes les personnes qui font l'intervention, vous êtes habitués à ça, une anamnèse, une cueillette de données, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce moment où on va clarifier ce que la personne recherche, ce que la personne a besoin. Dans le modèle PNL, parce que j'enseigne aussi le coaching sans PNL ou le coaching avec l'outil PNL, dans l'outil PNL, on va rajouter à l'anamnèse quelque chose qui, d'après moi, fait vraiment une différence énorme. C'est ce qu'on appelle l'écologie. C'est quoi l'écologie, à part sauver la planète? C'est la gestion des conséquences de nos prises de décision et de nos choix. En d'autres mots, une des premières choses qu'on va vérifier quand quelqu'un vient en coaching avec la philosophie ou l'approche de la PNL, c'est est-ce que son objectif, il est bon, pas uniquement pour la personne, mais pour le système. C'est-à-dire pour les gens autour, la famille, les amis, toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans cette prise de décision. Donc, on veut accompagner l'être humain, la personne, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle façon, pas pour qu'elle se retrouve divorcée tout de suite après. Vous savez, ça arrive, ce genre de choses-là. Hein? Quand on fait un développement personnel, hein, on réalise des choses. Hein? Donc, dans le coaching, le but, c'est d'éviter de générer des situations conflictuelles, à moins qu'elles soient absolument nécessaires. Et là, c'est la personne elle-même qui va assumer ce choix-là, si jamais c'est le choix qu'elle fait. Donc, c'est jamais le coach qui va dire fais ceci, fais cela, mais plutôt voici les conséquences. On va poser des questions à la personne sur les conséquences. Elle va prendre conscience des conséquences et avant même de faire le changement, assumer ou ne pas assumer les conséquences et par conséquent, quelquefois, changer carrément l'objectif que la personne s'est fixé. Donc, avoir un intérêt au bien-être du système au complet, moi je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Ça permet de travailler à plusieurs niveaux en même temps, incluant le corps physique, hein, parce que si je règle quelque chose à un niveau, mais que je ne vais pas le travailler dans le corps, au niveau du système, c'est pas fameux non plus. Et le coaching, c'est une approche qui est complémentaire aux autres et qui va aussi référer les coachés à des intervenants selon ce que le coaché a besoin. Et c'est lui qui va nommer ce qu'il a besoin. Donc, ce n'est pas le coach qui va dire, d'après moi, je pense que tu as besoin de l'ostéopathe. Mais on va encourager les coachés
à s'occuper d'eux, à prendre soin de leur être, à prendre soin d'eux, peu importe ce que ça veut dire et à quel niveau. Donc c'est pour ça que le coaching est très complémentaire avec d'autres approches et très rarement en conflit, puisqu'on collabore selon le besoin du client. Et comme on travaille autant sur le corps, l'âme et l'esprit, il y a plein de niveaux à mettre en place pour que la personne soit bien accompagnée dans ce qu'elle veut vivre, dans ce qu'elle veut expérimenter. Donc, il y a plusieurs formes, encore une fois, de coaching. Le coaching que je pratique et que j'enseigne, c'est un coaching qui permet cette connexion de la tête, du cœur et, on dit en anglais chez nous, du gut. Vous savez, des tripes. Pas juste un coaching rationnel où on parle blablabla pendant des heures, mais un coaching où on analyse et en même temps on rentre en contact avec nos émotions, avec ce que notre cœur a à dire, avec la mission de vie qu'on s'est donnée ou qu'on ne s'est peut-être pas encore eu là, avec nos valeurs profondes, avec ce qui est essentiel pour nous. Puis aller dans cette motivation, ce mouvement, cette action pour le faire arriver, pour le mettre en place. Donc, ce n'est pas uniquement de dire je vais faire, mais il y a une réflexion en arrière du faire. Et en arrière du faire, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a qu'est-ce qui est vraiment important pour le coaching. Et certaines fois, ça prend plusieurs sessions juste pour clarifier tout ça. Donc, mettre à jour ces valeurs essentielles, mettre à jour toutes les composantes de ces stratégies, de ces façons de faire aidantes et stimulantes. Mais évidemment, comme c'est l'être humain qui est finalement l'outil de lui-même, bien cette évolution passe à travers le coaching. Donc le coach est uniquement un accompagnant au travail personnel de développement et de mise en place du magnifique être humain que nous nous accompagnons. Donc c'est la magie de l'être humain, réellement. Et ça se fait, comme d'ailleurs dans la majorité des approches, ça se fait en étant dans la présence. Alors c'est facile à dire, être dans la présence. Magnifiquement dit. Mais on fait comment pour être dans la présence? Alors j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ça et certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, dans votre développement ou dans votre spiritualité pour certains d'entre vous, dans l'instant présent, comme certains de mes compatriotes canadiens diraient, dans cette conscience, dans cet éveil, dans cette intention, lorsqu'on est avec l'autre, d'être juste là, dans le présent, pour vivre et expérimenter ce qui est là, dans l'instant, pour que l'autre puisse être authentique et à 100% soi-même, dans ce qu'il a le désir d'accomplir et de créer. Donc, dans les formations de coach que j'anime, vous pouvez imaginer qu'il y a un exercice sur comment être en présence. C'est essentiel. C'est essentiel pour accompagner quelqu'un qui veut accomplir des choses de l'ordre possiblement de sa mission et de sa réalisation de vie. Donc, dans cette approche coaching, il y a évidemment tous ces outils d'accompagnement relationnel. Donc, ça va de choses plus simples, comme la synchronisation. Certains d'entre vous avez déjà appris ça. Donc, par exemple, prendre la même posture que l'autre, ce qu'on appelle du mimétisme. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Donc, c'est sûr que pour accompagner quelqu'un, ça prend des outils d'accompagnement. Donc, une formation de coach, ça offre des outils d'accompagnement. Donc, qui vient dans ces formations de coach, qui devient coach? Bien, habituellement, dans le coaching, c'est très différent des psychologues, par exemple. Là, je parle de chez nous au Québec. C'est que les coachs sont souvent des gens qui viennent au coaching parce qu'ils ont un désir dans leur vie de développer quelque chose, et des fois même une seconde carrière ou une troisième carrière,
Et ils viennent au coaching parce qu'ils ont un désir profond d'aider l'autre. Bon, moi je crois sincèrement que quand on désire aider l'autre, on commence par soi-même. Hein? C'est déjà très bien de commencer par soi. Et tous ces outils de démarche personnelle, donc que ce soit la sophrologie, que ce soit la catharsis, que ce soit la gestalt, que ce soit la PNL, que ce soit l'hypnose, et il y en a d'autres. Tous ces outils-là, ce sont des outils qui nous aident à se développer, à se connaître. Et ces outils-là font ensuite le coach. C'est-à-dire que chaque coach arrive avec ses forces, avec ce qu'il aime, avec une thématique, avec une approche, peut-être même avec plusieurs approches. Et dans le coaching, il va utiliser ces approches-là pour mettre en place et faciliter l'atteinte de l'objectif du client, mais avec des outils d'accompagnement. Donc, quelqu'un qui fait, par exemple, une formation de base en PNL qui a aucun outil d'accompagnement ne s'appelle pas coach. C'est comme n'importe quoi. Les titres, il y a des gens qui utilisent des titres pour dire n'importe quoi, mais en fait, pour être coach, c'est un outil d'accompagnement. Donc, et c'est une philosophie d'accompagnement, encore une fois, qui est très très différente de la philosophie thérapeutique, par exemple. Donc, pour accompagner quelqu'un, ben, en plus d'avoir des outils, comme l'hypnose, PNL, sophro, etc., ben, il faut en plus savoir comment les utiliser pour accompagner quelqu'un. Et c'est ça que les coachs apprennent dans leur formation. Hier, je vous avais parlé de coaching aussi entreprise. Figurez-vous, ça va sûrement vous surprendre, mais qu'en entreprise, ce sont aussi des êtres humains. C'est surprenant, hein? Mais ce sont des êtres humains qui travaillent en entreprise. Je fais une petite blague avec ça parce qu'il y a des fois des gens qui se disent, ben oui, mais moi, accompagner en entreprise, je viens de quitter l'entreprise pour partir comme coach, c'est pas pour y retourner. Et avec tous les problèmes qu'il y a dans les entreprises. Mais oui, mais les entreprises ont besoin de coach. Les employés ont besoin qu'on soit là pour les aider à retrouver leur force, retrouver leur chemin, retrouver cette confiance, recontacter leur force intérieure. Donc le coaching d'entreprise est assez populaire en Amérique du Nord. Ben, pas juste en Amérique du Nord, hein. En Australie, ça marche très fort. Nouvelle-Zélande, c'est fou. Moi, je voyage beaucoup, donc je rencontre des gens de tous les pays. Et au Canada, le coaching existe depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouvelle discipline qui vient d'arriver il y a 2 ans. Ça fait des années, des années, des années que ça existe. J'ai été de mon côté une pionnière dans le domaine du coaching. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, je vois ça comme c'est vraiment un honneur, mais la Société internationale des coachs PNL m'a octroyé un titre d'honneur pour avoir contribué au développement du coaching et contribué au développement de la PNL. Donc tout ça pour vous dire que ça fait des années que le coaching existe. Mais en France, un peu moins. Donc les gens comprennent peut-être un peu moins ce que c'est. Et comme malheureusement le coaching n'est pas un titre protégé, ben vous avez sûrement entendu n'importe quoi. Alors, un coach cuisine, un coach pédicure, un coach, j'exagère à peine quand je vous dis ça. Donc des fois les cheveux montent tellement qu'il y a des sortes de coaching bizarres. On était beaucoup habitués aussi au coaching sportif. Mais un coach sportif, c'est pas pareil qu'un coach d'accompagnement. Ils font pas les mêmes choses, mais c'est un titre qui se ressemble. Donc il y a eu la confusion, on pourrait dire, hein, à cause du titre en soi. Mais le coaching, en fait, c'est un magnifique métier d'accompagnement de l'être humain et de l'accompagner à se retrouver et à développer ses forces. Voilà. Donc, rien que ça, moi, ça va toujours donner envie d'aller dans cette direction-là et de faire de l'accompagnement avec le coaching. Donc, il n'y a rien de mieux qu'au lieu de parler du coaching, de démontrer le coaching. Voilà. Donc, la personne qui va venir en avant, l'entente que j'ai, c'est que vous acceptez d'être filmé, parce que c'est la conférence quand vous savez filmer. Ah, on a quelqu'un. Ah, super, bravo. Donc, tu acceptes d'être filmé et que ça sera dans les réseaux sociaux.
Parfait, excellent. Bravo! Alors, je te laisse installer du côté que tu préfères. Super. Tu as un verre d'eau si jamais tu as besoin. Donc, c'est pour toi. Comment tu t'appelles, ton prénom? Rosemary. Rosemary, parfait. Rosemary. Rosemary, toi et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà. À une conférence? Oui, c'est ça. Donc, j'ai donné une autre conférence sur Bordeaux il y a quelques jours et on s'était rencontrés. Et puis, je pense que c'est un bon timing de venir ici aujourd'hui pour vivre une expérience de coaching. Rosemary, comme tu sais, il y a des gens dans la salle, mais on va faire abstraction d'eux, hein, parce que toi, tu es là pour toi. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est mieux comme ça. Et toi, tu es là pour toi aujourd'hui. Donc, on va juste comme se partager le micro, si tu veux bien, pour que tout le monde entende bien. Et si c'est OK avec toi, il peut arriver quelquefois que je fais comme un petit time-out et que j'explique des choses au groupe. Ça te va? OK, parfait. Parfait. D'accord. Alors, Rosemary, pourrais-tu me parler un petit peu d'un objectif que tu aurais, quelque chose que tu aimerais atteindre? Ce que j'ai à cœur, ce serait... Oui, c'est ça, c'est parfait. Ce que tu as à cœur, c'est très bien. Tu peux le prendre si tu veux. Pardon. J'ai fait une formation de réflexologie plantaire, Oui. de massage chinois. Oui. Et j'aimerais tout faire pour mettre en pratique. Parfait. Parfait. Donc, tu me dis si j'ai bien compris, tu as fait plusieurs formations dans des domaines qui te plaisaient, et là, tu es rendu à l'étape de commencer à mettre ça en pratique, pratico-pratique, c'est ça? Oui, vas-y. Non, avant de pouvoir le mettre en pratique, Oui. Actuellement, j'ai un magasin, je cherche à vendre. Ah, parfait. Vous parlez dans le micro. Oui, parce que j'ai mal à t'entendre, si tu peux parler. Oui, donc j'ai un magasin que je cherche à vendre et oui. Je change d'activité. Parfait, ok. Et suite à la vente du magasin, tu veux démarrer cette activité avec ces nouvelles formations que toi tu as suivies? Oui. C'est ça? Parfait. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que pour arriver à atteindre ton but, il y a aussi la vente du magasin. Ok. Qu'est-ce qui pour toi est une difficulté en ce moment par rapport à l'atteinte de ton objectif de démarrer ton nouvelle façon de faire? C'est d'arriver à juguler les deux en fait. Pouvoir vendre le magasin, oui. trouver un acheteur, oui. Et puis ensuite pouvoir me lancer. D'accord. Donc, est-ce que j'entends bien que si tu ne vends pas le magasin, tu ne te lances pas? Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Non. Non. Il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. D'accord. C'est un blocage financier. D'accord, parfait. D'accord. Un blocage financier. Ok. Okay. Alors, est-ce que tu as déjà mis le magasin en vente? Oui. Oui, d'accord. J'en ai dans sa chose. Parfait. Parfait. Et qu'est-ce que tu crois par rapport à la vente de cette entreprise? C'est quoi tes croyances par rapport à ça? Ça va être facile, ça va être difficile, c'est bien parti, le marché est ralenti. Qu'est-ce que tu crois? J'avais l'espoir et la croyance que ça se fait tout seul, que ça se fait très facilement. Oui. J'ai pris beaucoup de renseignements et là je me trouve face à beaucoup de difficultés. D'accord. Ok. Alors je vais t'aider parce qu'on est comme entre les deux. Ok, donc tu avais la croyance que ça se fait facilement? Oui, parce que je me disais justement. Oui. Je croyais. Oui. Vraiment axée dans ce que je voulais faire. Oui. Je pensais que ça se vivrait assez facilement. Assez facilement son cours. C'est pas vraiment le cas. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé sans aller dans le détail? Il s'est passé des choses particulières qui ont fait que ça a été bloqué ou ralenti? C'est-à-dire, je suis un peu coincée en ce moment parce que je me suis pour pouvoir arriver justement à exercer ensuite ce que je veux faire.
je me suis engagée dans un travail rémunéré pour pouvoir cumuler les deux. Oui. Et j'ai un objectif, j'ai une contrainte de temps en fait, puisque je dois être opérationnelle pour février, et que du côté du magasin, ça n'avance pas. Donc je suis. Oui, c'est ça, tu es Oui, je suis. D'accord. Dis-moi, quand tu as fait tes formations, tu avais déjà le plan de pouvoir partir à ton compte dans ça éventuellement? Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas décidé de vendre le magasin avant? Que tu as attendu à la date que toi tu as attendu? J'ai attendu de faire mes formations, je l'ai terminé, bien sûr. Oui. J'ai fait une formation d'hypnose aussi. Oui. Oui. Et pour pouvoir ensuite être plus sûre de moi pour. Voilà. D'accord, parfait. Donc, est-ce que tu es en train de dire que tu as eu besoin de faire certaines formations pour être plus sûre de toi? C'est ça? Ça veut dire quoi pour toi être plus sûre de toi? Ça veut dire avoir des connaissances pour pouvoir exercer en fait. Parce que je m'assais par plaisir, mais j'avais besoin d'avoir les connaissances. Voilà, pour toi, ou pour le public, ou pour les deux? Pour les deux. Pour les deux. Parfait. Ok. Rosemary, tu sais, il y a des choses concrètes, physiques, matérielles. Hein? Donc là, tu me parles de cet argent. D'après toi, si tu vas vérifier à l'intérieur, quelle est la partie qui est purement financière de la partie qui peut être un blocage ou quelque chose d'ordre émotionnel ou, par exemple, comme tu as dit, d'un besoin de sécurité? J'ai un besoin de sécurité, bien sûr. Tout à fait. Parfait. Ok. Parfait. Ce besoin de sécurité, il est uniquement matériel ou tu le placerais à différents niveaux? À différents niveaux. Parfait. Et la vente de ton magasin remplirait quel niveau de besoin de sécurité? Financier, parfait. Et en remplissant le besoin financier, comment après tu vas t'assurer de continuer à garder cette sécurité de côté financier en étant en compte? Donc je ferai quelque chose qui me plaît. Oui. Je vais me donner à fond, donc je pense que j'espère. Donc ce que j'entends, c'est que tu as un besoin de stabilité et de sécurité financière et que quand on démarre quelque chose de nouveau, on n'a pas toujours cette certitude. D'accord. Donc, est-ce que tu auras, avec la vente de cette propriété, un coussin ou quelque chose qui te permet de dire pendant un certain temps? Oui. Oui. Ok. Est-ce que ce certain temps ou cette durée-là est assez selon toi pour que tu puisses vraiment rouler ou faire rouler la clientèle pour que tu arrives financièrement comme toi tu aimes? Tout dépend de la réalisation de la vente en fait. Parfait, parfait. Donc tu parles quoi, du montant d'argent de la vente? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Donc il y a une marge dans la possibilité de la vente? Donc dans le sens que tu peux vendre et puis tu vas avoir plus d'argent ou tu peux vendre et en avoir moins? Oui, et la question se pose même, est-ce que je vais réussir à vendre? Voilà, parfait. Alors très bonne question. Et si tu réussissais pas à vendre, il se passerait quoi? Il se passerait beaucoup de souffrance en fait, parce que ça fait des années que je cherche à faire autre chose. Oui. Et que je me sens vraiment prisonnière de cette situation. D'accord. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance pour toi d'apprendre parce que tu étais en train de cumuler. Tu m'as dit 2 fois le mot cumuler. Tu t'en étais pas rendu compte? Ok. Quand je t'ai demandé de définir ce que tu voulais, tu m'as parlé de cumuler. Donc, cumuler, ça sous-entend qu'à l'intérieur de toi, tu imaginais déjà qu'il allait peut-être avoir 2 choses en même temps. Ok. Ok. Alors, parle-moi un petit peu de ça, de cette possibilité de 2 choses en même temps. Ça se passerait comment si tu cumulais? C'est ce que
que j'envisage en fait aussi, mais c'est très difficile parce que je travaille 6 jours sur 7 dans ce magasin et de trouver le temps. Enfin, j'ai bien trouvé le temps de faire les formations. Donc, oui, mais. Donc, tu as quand même trouvé le temps de faire des formations, c'est ce que tu viens de dire. Donc, tu t'es répondu à toi-même par rapport au temps. Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu viens de te dire à toi-même? Que ça a été. Que c'est difficile, que c'est très difficile de cumuler. De cumuler deux, voilà. Donc, tu l'as fait, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais répéter, refaire? Faire les deux en même temps. Non, ok. Donc, si tu as le choix, tu préférerais quoi? Pas refaire les deux en même temps? Comme par exemple suivre d'autres formations et garder ton commerce, ou comme par exemple partir à ton compte et en même temps garder le commerce? Je préfère lâcher le commerce. Parfait. Vraiment... D'accord. Donc là-dessus, est-ce que ton choix est clair? Oui. Oui, ok. C'est une décision qui a été bien réfléchie pour toi? Oui. Ok. Est-ce que tu en paix avec cette décision-là? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des inconvénients pour toi de vendre ce commerce-là? Non. Non. Pour les gens autour de toi, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui non plus? Tu as fait le tour du système complet et c'est pas un problème pour les gens du système. D'accord. Donc là, tu vis avec l'incertitude de ne pas savoir quand ça sera vendu, si c'est vendu. Okay. Donc ça veut dire que tu t'es fait plusieurs plans dans ta tête. Oui. Oui. J'ai la tête vraiment pleine. Tu as la tête pas mal pleine de tous les plans, de tous les plans. S'il y avait quelque chose que tu n'avais pas encore pensé ou mis en place, mais qui ferait en sorte que ça pourrait débloquer quelque chose d'important pour toi, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, c'est tout récent. Cet après-midi, j'ai pensé à modifier mon activité de magasin. Oui. En faire une petite restauration et le rebooster justement pour pouvoir le vendre. D'accord. Alors, veux-tu penser Ça demande un gros effort. Un gros effort. Ok, mais donc, veux-tu recontacter sur quoi tu as pensé cet après-midi? Donc, à rebooster, par exemple. Cette option-là, elle vient d'émerger. D'après toi, est-ce que c'est une option qui serait viable pour t'aider à vendre peut-être plus facilement? De 0 à 10, 0 étant ça n'aidera pas du tout à la vente, 10 étant ça va absolument aider à la vente, tu dirais que cette option-là, elle se situe 8. D'accord, donc elle est assez importante. Okay. Cette option-là est contraignante, c'est ce que tu disais? Ok. Donc, parle-moi un petit peu de jusqu'où c'est contraignant ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi contraignant? Ça veut dire que je dois me replacer sous un angle différent, mais toujours au même endroit, que j'avais vraiment envie de partir. Oui. Et recréer quelque chose à cet endroit. D'accord. Alors que je n'en ai pas vraiment envie. Je n'ai pas envie du tout. Mais que ça peut être une éventualité, mais je devrais me contraindre à le faire. D'accord. Je pourrais quand même te contraindre à le faire. Rosemary, dis-moi, c'est quoi tes croyances par rapport aux événements de la vie? Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Certaines personnes croient que quand on vit une situation difficile, il y a un apprentissage ou quelque chose d'important en arrière. Est-ce que tu crois ça toi aussi? Oui, ok. Alors, si jamais, on dit si, parce que tu ne sais pas, mais si jamais tu devais faire ce replacement qui générerait cette contrainte, quel serait cet apprentissage important que tu pourrais faire à travers ça? La patience? La patience. La patience. Est-ce que c'est... pas mon fort. C'est ça. Ok. J'aurais une question à te poser, Rosemary. Est-ce que tu peux développer la patience autrement qu'en remaniant ton commerce? Oui. Oui. Okay. Qu'est-ce qui se passerait si, à partir de maintenant, tu commencerais
consciemment et volontairement à développer plus de patience? Il se passerait quoi, tu penses? Complètement. Oui. D'envisager les choses sous un autre angle, De tempérer et envisager les choses sous un autre angle. Et en quoi est-ce que ça pourrait être utile pour toi de faire ça, de tempérer et puis d'envisager les choses sous un autre angle? dans le but toujours de les libérer de la grosse contrainte. D'accord, parfait. Donc, mettre de plus en plus en place cette patience, ça va t'aider à te libérer de cette contrainte. Est-ce que c'est bien cela? Oui, mais ça fait des années que Oui. je suis patiente. Oui, oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu avais pris conscience de dire oui, je développe la patience? C'est une question honnête. Oui, il y a bien des années que je sais que... Il y a bien des années Je que dois tu sais que c'est développer la la patience. Ok. Maintenant, ça fait des années que tu le sais, et la vie a mis des choses en place dans ce sens-là. Mais est-ce que tu dirais que toi, volontairement, tu as dit, je vais mettre des choses en place pour développer la patience? J'essaie d'imaginer Oui. comment développer la patience. Parfait, parfait. Donc, tu as besoin d'imaginer, c'est ça? Comment le mettre en place? Ok, parfait. Donc, est-ce que dans le passé, tu as su comment mettre en place la patience? Ou tu as encore besoin d'apprendre? Par le passé, Oui. je me suis fixé un objectif, Oui. donc ça m'a appris à Oui. être patiente, Parfait. bien sûr, et Parfait. à mieux vivre la situation actuelle. Parfait. Admettons, tu sais, on imagine, c'est un comme si. Admettons qu'à partir de maintenant, tu décides que chaque événement de ta vie, c'est une façon pour toi d'apprendre encore plus la patience et d'apprendre comment développer la patience. Comment tu penses que les choses vont se mettre en place par rapport à ton but de développer ce nouveau métier? Comment? Je vais devoir faire des choix. Parfait, d'accord. Quel genre de choix? Pour éliminer cette contrainte de temps, Oui. octroyer plus de temps, je vais devoir dire non à quelque chose aussi qui m'a entagé, justement, ce travail, ce job que j'ai trouvé. D'accord. Est-ce que tu as besoin de dire non à ce travail-là pour développer la patience? Que tu sais à l'intérieur de toi que c'est important que tu développes? Non, si tout se passait bien. Parfait. Ok, parfait. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Il y a encore une possibilité. Voilà, il y a une possibilité qu'en développant la patience à partir de maintenant, puisque tu en as conscience, que les choses se placent autrement. Maintenant, dans le cas où, en développant cette patience, tu arrives vers la date butoir que tu t'es fixée, là, qu'est-ce qui fera que tu décides à ce moment-là? Il faut que je décide avant cette date butoir. D'accord, parfait. Donc, tu as une date en tête où il faudrait que tu décides? Allez. Ne pas mettre en difficulté la personne qui... Oui, c'est ça. Parfait. Oui, parfait. Donc, tu n'es pas obligé de dire la date. Hein. Toi, tu la sais, hein, parce que comme on est devant le groupe, ça t'appartient. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu as déjà une date de fixer. Oui, puis elle est très proche. Parfait, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passerait si d'ici cette date-là, tu mettais en place
une façon de faire pour accueillir et développer encore plus cette patience. Ce serait très bien. Parfait, parfait. Alors, si tu veux bien contacter un moment où tu as déjà été patiente. Et là, je ne parle pas patiente parce que le monde entier t'a forcé à être patiente, tu sais, mais une patience qui est venue de toi, où tu as dit, d'accord, j'accepte d'être patiente. Donc, prends le temps de recontacter ça. Tu en as une en ce moment? Oui, parfait. OK. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience-là qui a fait que tu étais dans cette patience? Parce que c'était naturel. C'était naturel. Parfait. Parfait. Donc, tu as ça à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Parce que tu l'as déjà vécu, ça, cette patience naturelle. Et qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, tu ramenais cette patience naturelle pour la réactiver dans ta vie? Oui, c'est le même principe. C'est le même principe? D'accord. Alors, imagine ça. Tu es en train de réactiver cette patience naturelle. Et ben, on ne sait pas, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà. Mais tu es dans cette patience-là. Et tu as plusieurs options. Si ça arrive avant ta date butoir ou avant celle que tu as dans ta tête, hein, et si ça arrive après, ben, si je comprends bien, tu auras d'autres décisions à prendre. C'est bien ça? Ok. Parfait. Alors, quelle option tu aimerais explorer? Laquelle des deux? Que tu développes de la patience et qu'il y a quelque chose qui se passe bientôt par rapport à la vente, ou que tu développes la patience et qu'il y a quelque chose qui se développe peut-être plus tard par rapport à la vente. De préférence avant. Avant. Oui, d'abord. Ok, d'accord. Dans l'option où tu développes cette patience que tu sais que ton être intérieur souhaite que tu développes, hein. D'ailleurs, si tu l'as vécu plusieurs fois, tu comprends que c'est important pour toi, c'est ce que tu viens de dire. Donc, dans cette option, il va se passer quoi après la vente du commerce pour que tu puisses continuer à développer ta patience? Oui. Tu sais pas. Est-ce que tu crois que ton besoin de développer de la patience va être comblé par la vente du commerce? Que tu n'auras plus de besoin de patience après? J'avais l'espoir que oui. Ok, tu avais espoir que oui. D'accord. Donc c'est un espoir. Mais en dedans, ça te dit quoi? En dedans, ça me dit que la liberté offerte pour la vente de mon magasin Oui. m'ouvrira des portes. Oui. Et cette liberté ouverte par la vente de ton magasin, est-ce qu'elle met en place de la patience? Sinon, Pas forcément. D'accord. Donc, la sécurité Oui, la sécurité. me permettra de patienter. Parfait. Parfait. Super. Donc, la sécurité va te permettre de patienter. Parfait. Excellent. Donc, la vente de ton magasin peut éventuellement t'aider à mettre en place de la patience grâce à la sécurité. C'est ça que tu es en train de dire. Ok, super. Super. D'accord. Comment tu imagines ça après quand tu démarres ton nouvelle façon de faire, ton nouveau travail? Comment je l'imagine? Oui. En développant cette patience et cette sécurité. J'imagine que ça va évoluer progressivement. Parfait. Et si ça... la patience. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Tu vas avoir la patience même si ça évolue progressivement? D'accord, parfait. Donc, qu'est-ce que tu es en train de comprendre en ce moment? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là à travers ton esprit? Que tu as besoin de travailler ta patience. D'accord, donc c'est ce que tu comprends.
Alors, comment est-ce que tu pourrais, comme en ce moment, savoir que c'est important que tu développes ta patience et le nommer, le dire à ton être intérieur pour qu'il n'ait plus besoin de bloquer, peu importe ce qui pourrait bloquer, pour te faire comprendre que tu as besoin de développer de la patience. Et de surmonter mes peurs aussi. Et de surmonter tes peurs, pourquoi pas. Comment je peux le... Oui, vas-y. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Micro. Ce qui me vient spontanément. Oui, je sais, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je vais te poser une autre question si tu permets bien. Une fois que tu acceptes, comme tu le fais en ce moment, de continuer à développer de la patience, qu'est-ce que tu penses qui va se mettre en place autour de toi par rapport à la possibilité pour toi de vendre ton commerce? Je sais pas. Exactement. Il n'y a aucun moyen de savoir. Donc, le reste, c'est des options, des possibilités. Tout à l'heure, tu as exploré une possibilité qui était celle que le commerce se vende rapidement. Et tu t'es dit, s'il vend rapidement, ben, j'aurai ensuite l'argent, la sécurité financière pour patienter. Et j'accepte, d'ici à ce que ça se vende, de continuer à développer cette patience naturelle. Maintenant, dans l'option B, par exemple, qui serait l'option que le commerce ne se vend pas tout de suite, il va se passer quoi par rapport à la patience? Ça ne changera rien. Ça ne changera rien? D'accord. Ça sera un fait. OK. Et ça me prive d'un coussin supplémentaire puisque je devrais Oui. m'aider. Le job voilà, que tu aimerais. Parfait. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as déjà expérimenté dans le passé de faire plusieurs choses en même temps. Et puis, voilà, donc cumuler, ça a été tes mots justes. Et c'est plus nécessairement quelque chose que tu souhaiterais faire en ce moment. En fait, Parfait. Donc ta décision est claire. Là, tu viens de dire non, c'est ça? OK. Donc, c'est clair, net et précis que si tu ne vends pas ton commerce, tu dis non à l'autre travail pour l'instant. oui, c'est dommage parce que ça m'ouvrait des Oui. horizons en Oui. fait, puisque c'était dans le sens de ce que je veux faire. Oui. Est-ce que ces horizons-là, qui auraient pu être ouverts, t'auraient aidé à développer ta patience? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Donc, ça veut dire que tu pourrais peut-être aller chercher à l'intérieur de toi une possibilité, si jamais ça arrivait, d'accepter ce poste-là, s'il y a la vente, et que peut-être en même temps, ton être intérieur pourrait trouver, lui, des moyens pour aller chercher cette ressource de patience. D'accord. OK. D'accord. Alors, si tu veux bien, parce que tu as plusieurs choix, qu'est-ce que tu ferais comme récapitulatif de ce que tu viens de comprendre pour toi et de décider en ce moment? Si tu fais un récapitulatif de ce qui vient de se passer dans tes mots à toi, pour toi. Donc il y a un premier. Premièrement, avoir de la patience. Avoir de la patience. D'accord. Ensuite, avoir de la patience. Oui, oui, parfait. En deux, avoir de la patience, c'est excellent. C'est très bon, avoir de la patience, super. Oui. En trois aussi. Et en trois aussi. Et en trois aussi. Qu'est-ce que tu as besoin pour bien vivre ça? Le fait que là, tu as pris conscience que c'est important pour toi d'avoir de la patience.
Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui t'aiderait par rapport à ça? Il se passe des choses qui m'encouragent. Parfait. OK. Donc, s'il y a des choses qui t'encouragent, ça va être plus facile pour toi d'activer la patience. OK. Parfait. Alors, pourrais-tu me nommer dans ton contrôle à toi, d'accord? Pas dans le contrôle extérieur, que ça dépende de toi. Qu'est-ce qui pourrait être des signes d'encouragement qui t'aideraient à mieux vivre et à mieux intégrer cette patience-là? Des signes d'encouragement qui viennent de toi et non pas du monde extérieur. Ça pourrait être quoi? Prendre des décisions. Prendre des décisions, excellent. Prendre des décisions, super. Et en prenant des décisions, c'est un signe pour toi que tu es dans la bonne direction? Oui, bien sûr. Parfait, excellent. Et ça vient de toi? Ça dépend de personne d'autre? OK. Et en prenant ces décisions, il se passe quoi par rapport à l'activation de ta patience? Ça m'enlève la pression. Ça t'enlève la pression. Est-ce que c'est souhaitable pour toi d'enlever la pression? Celle-ci peut-être, oui. D'accord. D'accord. Donc, il y a des pressions qui peuvent être utiles, c'est ce que tu es en train de dire, mais celle-ci en particulier, ça serait une bonne chose pour toi de l'enlever. OK. Et tu peux l'enlever en prenant certaines décisions. D'accord. Ces décisions en question, tu les connais d'avance? J'ai une petite idée. Tu as une petite idée. Parfait. Aujourd'hui, on ne fera pas la clarification de ces idées-là parce que c'est pour une gestion du temps devant le groupe. Mais j'aimerais juste te dire que dans un coaching, normalement, on irait clarifier ces décisions-là pour que tu quittes avec des décisions claires. Mais là, comme j'entends que tu as déjà une idée de ces décisions-là, ben, je vais juste te demander de ramener ça pour toi. Ces décisions qui te permettraient de t'enlever une pression. D'accord. Donc, tu en as quelques-unes en tête en ce moment. D'accord. En prenant ces décisions-là, ça serait des signes d'encouragement? Pas vraiment. OK. Donc, qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, tu m'as dit que c'était des signes d'encouragement? C'est un peu compliqué. OK, parfait. D'accord. Ça l'est pas. OK, parfait. Donc, si tu prenais juste la partie encouragement et que l'autre partie, tu la prenais pas. En fait, c'est une partie que je dois abandonner. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pas que c'est pas un signe d'encouragement, mais c'est qu'en même temps, il y a autre chose qui est associée à ça. Et c'est quelque chose qui est peut-être pas évident, c'est ça? Mais ça serait quand même un signe d'encouragement. Mais en même temps, il y a un abandon. C'est ça? OK, parfait. Dans le passé, tu as déjà abandonné des choses parce que c'était plus bon pour toi? Oui, parfait. Alors, veux-tu penser à quelque chose en particulier que tu as abandonné parce que ça ne te convenait plus, parce que et même si c'était difficile, que tu l'as fait par choix. Oui. Et comment tu t'y es pris à ce moment-là, de prendre cette décision d'abandonner par choix dans le passé? J'ai mis beaucoup de temps à le prendre. Tu as mis du temps. Parfait, parfait. OK. Puis aujourd'hui, si tu prenais du temps, il se passerait quoi? Ouais, qu'est-ce qui vient là? Que je peux prendre encore du temps. Que tu peux prendre encore du temps, d'accord. Est-ce que c'est ce que tu voudrais? Est-ce que ça t'aiderait, ça, à garder le côté constructif, d'encouragement, mais à mieux vivre le côté abandon? Ouais. Oui? OK. Et tu te sens comment avec ça?
que tu as parlé de patience, de temps, tu avais une date butoir, et là, tu arrives avec une solution qui est, ben, je pourrais prendre plus de temps. Donc, comment tu vis ça, ce que tu viens de dire? Comme par le passé, quand j'ai dû abandonner ce que je faisais, Ouais. c'est nouveau. Ouais. 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 Voilà. Donc, tu as envie de faire quoi par rapport au fait que tu sais d'avance que ça va être douloureux? Ça fait partie des choix. Ça fait partie des choix, voilà. Et est-ce que ça fait partie des choix qui sont ces signes d'encouragement en prenant le temps? Ça peut l'être. Ça peut l'être, d'accord. Est-ce que ça peut l'être assez pour toi pour que ça te permette de ne pas cumuler? Oui? Ok. D'accord. Ok. Donc, si tu peux juste vérifier à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à ce que tu m'as dit au tout début, tu sais? Donc, que tu veux démarrer quelque chose et que là, tu es dans le processus de vente et que tu ne sais pas trop quand ça va se passer. Donc, quand tu reviens avec quoi tu as démarré tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Je pense que je vais approfondir l'angle de vue que j'ai sur la façon de rebooster le magasin. Parfait, ok. Donc, tu vas dans l'option qui a émergé tout dernièrement et puis tu vas explorer cette option-là. D'accord. Dans la patience. Alors, si on était dans une session de coaching en consultation privée, là, à ce moment-là, ce serait comme une tâche. Tu sais, donc, je te dirais, c'est parfait d'aller explorer et on va en reparler à la prochaine session avec tes réflexions et où tu en es par rapport à cette exploration. Donc, quand est-ce que tu aimerais mettre en place cette exploration? Quel temps tu te donnes pour aller vérifier cette exploration par rapport à l'idée que tu as eue aujourd'hui? Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Parfait, parfait. Donc, au moins 2 semaines et au maximum. En produisant quelque chose. Oui, en produisant. Pas seulement le consent. Non, c'est ça, en produisant quelque chose. Donc, au minimum, au maximum, au minimum 2 semaines. Et puis au maximum, ce serait quoi? En étant patiente et en te donnant le temps. 1 mois. 1 mois. Est-ce que ça, c'est peut-être plus. Est-ce que 2 semaines, 1 mois pour démarrer, c'est raisonnable? Ça sonne juste, raisonnable. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, c'est ça, parfait. Sans y réfléchir. Parfait. Et habituellement, quand ça devient spontanément, est-ce que c'est bon et juste pour toi? Quand tu as de l'information qui monte comme ça? Tantôt oui, tantôt non. Ok, donc pas toujours. Toujours. Ok. Et à quel moment est-ce qu'il y a des choses qui viennent comme ça et c'est juste pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ces moments où il y a une inspiration et c'est juste? Oui, je sens une belle énergie. Tu sens une belle énergie, parfait. Donc si tu repenses à ces 2 semaines, 1 mois, qu'est-ce que tu sens par rapport à l'énergie, par rapport à ça? C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. D'accord, d'accord. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok. Donc, ça correspond à quand tu sais que c'est plus juste pour toi. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Donc, même si tu n'as pas la certitude du temps, c'est une inspiration qui, habituellement, quand elle arrive de cette manière-là, te fait dire à toi que c'est quand même assez juste. C'est assez bien. Ok. Est-ce que tu es prête à te donner l'autorisation de prendre ce temps-là? Parce que là, ce qui est monté, c'est au moins 2 semaines ou peut-être 1 mois. Oui. Oui? Ok. C'est un engagement que tu prends avec toi-même aujourd'hui?
Est-ce que tu es consciente des conséquences de l'engagement que tu es en train de prendre? Oui. OK. Tu es prête à vivre avec les conséquences de ça? Oui. Et aux décisions qui seront en conséquence de ça aussi? Oui. D'accord. Parce qu'une fois que je commence quelque chose, Oui. je suis portée. Parfait. Parfait. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. Alors, vous avez remarqué que des fois, je disais ça en session où on approfondirait, hein. Mais là, c'est une question de gestion du temps aussi. Une session en coaching, pour que vous ayez une idée à peu près, ça dure entre 1h et 1h30. Une session complète de coaching, dépendamment des coachs. Donc voilà, c'est pour ça, là, c'était pas une session complète pour bien gérer notre temps, mais ne serait-ce que pour vous donner une idée du questionnement pour emmener la personne vers l'atteinte de son objectif. Donc, comme vous avez remarqué, parce que vous avez entendu, il y avait des empêchements. Il y avait des choses qui faisaient en sorte qu'elle n'arrivait pas à mettre en place à 100% ce qu'elle voulait. Donc, c'est pour ça qu'on a creusé pour poser des questions. Qu'est-ce que vous avez comme commentaires ou questions par rapport à ce qui s'est passé? Oui, je vais juste passer là. Je suis bien curieuse de connaître vos raisons pour laquelle vous êtes calé sur la patience comme ressource. Alors, le mot patience, je ne pourrais pas te dire avec certitude à quel moment est-ce qu'elle a parlé de ça. Parce que quand j'accompagne, je suis tellement dans la présence que je ne me souviens pas après de ce que j'ai dit. Mais il faudrait que le revoir et je pourrais te le dire. Mais c'est une ressource qu'elle a donnée. Donc, je ne sais pas si quelqu'un se souvient du moment où qu'est-ce qui a déclenché. Oui. Il lui a demandé de quoi elle aurait besoin, elle a dit la patience. Ah, parfait, d'accord, c'est venu d'elle. Parfait. Donc, je lui ai demandé de quoi elle aurait eu besoin et c'est elle qui a nommé le mot patience. Donc, c'était une ressource qu'elle a donnée. Si je comprends bien, la personne a en fait un objectif. L'objectif, c'est de changer de profession, enfin, de suivre quelque chose qu'il voulait faire, et qui passerait par un sous-objectif, donc qui est la vente du magasin. Oui. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de questions par rapport à cette vente de ce magasin. Qu'est-ce qui empêche la vente de ce magasin et comment éventuellement l'amener à vendre ce magasin en levant les obstacles qui... Et ensuite, j'ai pas vu aussi beaucoup de questions sur le fait de pourquoi il s'est engagé dans cette loi de changer de métier, voilà, qu'est-ce qui l'a amené à ça, pour voir si c'est vraiment un objectif qui lui tient à cœur et qu'il voulait atteindre. Oui. Parfait. Parfait. Il y a autant de pistes à explorer que de coachs qui existent. Et ça, c'est vrai aussi en thérapie. Hein. La raison pour laquelle j'ai pas posé des questions plus par rapport à la vente du magasin, parce que j'ai exploré par quelques questions, et puis je ne percevais pas que c'était quelque chose qui était un blocage de sa part, mais plutôt des choses physiques à mettre en place qui étaient hors de son contrôle. Donc c'est pour ça que je n'ai pas exploré plus cet aspect-là, parce qu'elle est déjà dans le processus de vente, il y a déjà des choses mises en place pour ça. Et je percevais plus que c'était des ressources qu'elle avait besoin à tout niveau. Mais ça a été une question de perception par rapport aux réponses que j'ai entendues de ces questions. Donc c'est plus ça, parce que sinon, j'aurais pu basculer dans du conseil par rapport à comment vendre. Alors que là, ce n'était pas le propos du tout, mais c'était de s'assurer que la vente, que ce qui est mis en place pour la vente est bien en place pour elle. Voilà. Donc c'était ça. Par rapport à son choix professionnel, je ne l'ai pas du tout remis en question pour plusieurs raisons, mais pour la raison principale qu'elle a fait quelque chose qu'elle jugeait elle-même très difficile, qui était de et travailler et faire ça, parce que ça lui tenait tellement à cœur.
Donc, si ce n'était pas un bon choix d'avoir fait ces formations-là, mais on s'entend, faire les formations, c'est pas comme partir à son compte après là-dedans. Hein. Mais si ça n'avait pas été un bon choix, elle n'aurait pas mis autant d'énergie là-dedans, parce que c'était important pour elle. Donc, j'aurais pu effectivement explorer un peu plus le fait de dire plus tard, si tu démarres dans cette entreprise-là, mais c'était trop tôt. C'est comme tu as dit, il y avait quelque chose qui devait être en place avant même de pouvoir ensuite explorer à 100% si c'était la bonne direction ou éventuellement le bon choix pour elle. Il y avait autre chose avant ça, que si on ne prenait pas ça en compte, ben, elle ne pourrait pas éventuellement aller plus loin. C'est comme ça que je l'ai perçu. Oui. Là, il n'y a pas eu la question de la spiritualité qui a été abordée, mais je voulais savoir en fait comment vous abordez justement ces questions, parce que ça reste quelque chose de très personnel et de très intime, et comment arriver à ne pas influencer tout en étant, tout en accompagnant. Et si on ne partage pas, par exemple, les mêmes valeurs. Tu vois, c'est une belle question de perception, hein, parce que personnellement, pour moi, il y a eu un niveau de spiritualité qui s'est mis en place. Donc, je ne sais pas, toi, c'est toi qui l'as vécu, c'est toi qui pourrais dire. Pour toi, c'est le sentiment que tu as eu? D'accord. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on ne parle pas de spiritualité qu'il ne se passe pas quelque chose au niveau spirituel. Quand il y a un contact, une connexion, et quand elle parle de choses qui sont importantes pour elle. Voilà. Donc, déjà, ça n'a pas été ma perception de ça. Et puis ensuite, il faut respecter le modèle du monde de l'autre. Donc, on ne va pas dans une direction si l'autre ne nous en parle pas. Donc, si eux n'utilisent pas le mot spirituel, ben, on ne va pas l'utiliser. Mais pour moi, la spiritualité, c'est des connexions, c'est ce que la personne veut atteindre, c'est ce qu'elle veut réaliser, c'est ce qui est plus grand qu'elle aussi. Donc, dans ce sens-là, moi, c'est ce que j'ai perçu et c'est ce que la cliente qui est en avant, la coachée, a perçu aussi. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Commentaire? Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un aller-retour de questions-réponses. Est-ce qu'il arrive que le coaché pose des questions? Oui, bien sûr. Oui, totalement. Et le coaché est invité à poser des questions. Maintenant, nous, on n'est pas dans un rôle de consultant. Donc, ça dépend de quelle question le coaché va poser. Si le coaché pose des questions et veut que nous, on donne notre opinion, on peut donner notre opinion, mais en disant que c'est notre opinion personnelle, bien sûr. Hein. Mais il n'y a aucun problème. Le coaché peut aussi poser des questions par rapport au processus. Elle aurait pu me dire, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu me poses cette question-là, ou en quoi cette question-là est plus importante que telle autre, ou elle aurait pu me dire où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste pas ce qui s'est passé là. Mais oui, bien sûr, il y a des gens qui posent des questions et ça peut être un échange des deux côtés, absolument. Ouais. J'espère. Vous avez utilisé des techniques EMA plusieurs fois pour actualiser par rapport aux ressources, par rapport à la patience, et je sais plus, une deuxième fois aussi. C'est une observation, constatation ou une question? Confirmation. Ok, donc je vais l'expliquer. Il faut que je l'explique pour les gens, parce que j'en ai pas parlé quand je faisais la démonstration. Non, mais c'est très bien. Moi, je trouve ça parfait que tu aies observé ça, c'est excellent. Donc, le EMA, c'est Eye Movement Actualization, l'actualisation par les mouvements oculaires, qui est une approche que j'ai développée. Donc, je n'ai pas expliqué, et puis je n'ai pas demandé à la cliente de l'expliquer non plus. Donc, je n'ai pas demandé, par exemple, ou je n'ai pas fait prendre conscience, est-ce que tu vois où vont tes yeux en ce moment, et est-ce que tu pourrais m'en parler, et faire le lien entre tes ressources. Je n'ai pas eu besoin de le faire parce que la cliente l'a fait elle-même. Donc, j'explique. Quand on pose des questions, comme par exemple, quand elle a nommé la ressource patience, moi, j'observe, parce que j'utilise le EMA, j'observe où ses yeux vont aller, où ils vont se positionner quand elle est en contact avec sa ressource. Et quand ensuite elle va parler de sa situation où elle a besoin de la ressource,
Normalement, je vais accompagner le client ou la cliente à faire le lien entre les espaces pour relier sa ressource. Là, je n'ai pas eu besoin de le nommer ni de le dire. Premièrement, parce que je ne voulais pas nécessairement faire une démonstration de MA aujourd'hui, ce n'était pas mon propos, j'ai donné une conférence là-dessus il y a quelques jours. Mais je l'utilise toujours parce que c'est un outil. Donc, j'ai observé que ses yeux le faisaient naturellement. En d'autres mots, elle-même, elle reliait sa ressource à son besoin, à ce qu'elle était en train de vivre. Donc, je n'ai pas eu besoin de lui dire de le faire, elle l'a fait. Et c'est bien que tu l'as observé. Donc, c'est super. J'ai observé ici que vous avez utilisé la technique d'ancrage, sans revenir des situations qu'elle a vécues pour développer cette passion. Mais j'ai aussi une autre question par rapport à l'orientation. Est-ce qu'en orientant justement cette scission vers le développement personnel, le développement de la patience et tout ça, est-ce que ça ne s'apparente pas plus à de la thérapie qu'à du coaching? Alors, la thérapie, en ce qui me concerne, c'est lorsqu'il y a une souffrance, lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsque la personne retourne dans le passé dans une situation lourde ou difficile, ce qui n'a pas du tout été le cas ici. Ça a été une installation d'une ressource aidante par rapport à une situation à venir dans le futur. Donc il n'y a pas eu de lien avec le passé, à part le fait de faire remonter une ressource aidante du passé. Donc dans le passé, elle n'a pas été dans une situation douloureuse, elle est allée dans une situation qui a été celle pour elle d'une ressource aidante. C'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est une orientation coaching. Ce n'est pas une orientation thérapie du tout. Psychologie positive. Pardon? Le coaching, ça reste dans la psychologie positive. Oui, c'est ça, ça reste dans l'orientation solution. C'est exactement ça. Donc, on n'est pas retourné à plusieurs reprises. Elle a parlé de choses qui étaient difficiles pour elle, hein, mais j'ai jamais creusé ce qui était difficile pour elle. Et c'était pas nécessaire. Et c'est juste pas notre propos. On n'a pas besoin de ça. On va plutôt nous installer des ressources. Ceci étant dit, si la cliente vit des choses très difficiles, on va la référer au thérapeute. Et en lui disant, ces choses-là, pour cette partie-là, à mon avis, ça serait bien que tu sois accompagné par quelqu'un de compétent au niveau thérapeutique pour ça. Le coaching, c'est autre chose. C'est l'orientation solution pour la mise en place de l'atteinte de son objectif. Donc, deux métiers. Oui, de façon de faire. Pour moi, l'objectif, c'est de vendre son magasin et de s'installer. Oui, je sais, j'entends bien que c'est ton objectif que toi, tu aurais mis en place. Et le coaching, c'est l'amener à atteindre ses objectifs. Donc, moi, je vais plutôt l'amener à atteindre ses objectifs qui sont ses objectifs. Bien sûr. Bien sûr. Ben écoute, c'est une question de. Oui, j'entends bien. C'est une question de perception. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai accompagné à prendre ses décisions et ses choix qui vont l'emmener à atteindre cet objectif-là, qui est un sous-objectif par rapport à l'autre objectif. Ce que j'entends, c'est que tu l'aurais fait différemment. Mais encore une fois, chaque coach, comme chaque thérapeute, va accompagner le client selon ses forces, selon ses connaissances et ses compétences, qui varient d'une personne à l'autre. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai perçu ce que j'ai fait, mais j'entends bien que c'était pas la façon que toi tu l'aurais fait. Non, d'accord, ok. Donc t'es pas coach, quoi. T'es pas coach, d'accord, parfait. Donc moi ça a été la façon d'aller la chercher dans ses forces et ses ressources, plutôt que prendre en considération uniquement un objectif environnemental ou comportemental. Comme je disais tout à l'heure, ce que j'allais vous proposer, c'est plus un coaching au niveau identitaire ou au niveau spirituel, plutôt que faire un coaching d'atteinte de résultats liés au côté environnemental, comportemental ou capacité. Voilà. Donc, un niveau différent. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, si vous avez une théorie, on va dire, une structure, comment vous précisiez tout à l'heure qu'il y avait une descente aussi dans le cerveau droit, pas forcément dans le cerveau gauche. J'ai vu pas mal de cerveau gauche, qu'est-ce qui se passerait si, et là, c'était comme un organigramme. Je suis informaticienne à la base,
Donc c'était l'organigramme qui se mettait en place, oui, sinon, dans ce cas-là, etc. Et des fois, j'avais l'impression que la cliente ne savait rien parce qu'en fait, elle ne pouvait pas descendre quelque part dans le corps et dans le cerveau droit pour tester un peu dans son intelligence somatique ce qui se passait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites le lien entre les deux cerveaux? Vous nous avez parlé des émotions, de spiritualité, de tout ça. Écoute, à moins que je me trompe, mais moi, j'ai pas parlé de cerveau droit, cerveau gauche. Donc ça, c'est ta compréhension. Maintenant, ta question est plutôt par rapport au fait qu'à un moment donné, elle a dit « je sais pas ». Mais pour moi, c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas qu'elle ne le vit pas. Parce que je sais pas, c'est souvent la tête qui sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai vérifié avec elle que son inconscient a cherché des choses aussi pour l'aider. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a d'autres ressources qui ont été. Bon, mais là, il faudrait écouter encore une fois la démonstration pour le décortiquer. Mais quand elle a dit « je sais pas », moi, j'ai pas été gênée du tout par ça. Parce que je sais que souvent, les gens vont dire qu'ils savent pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils vont voir un coach, hein, pour clarifier, pour mettre des mots sur des choses que des fois, effectivement, ils ne savent pas encore. C'est-à-dire, on ne sait pas tout non plus. Hein. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas sur Terre. ça peut arriver aussi. Donc, si je récapitule, dans cette approche de coaching, comme vous avez remarqué, le coach va aussi parler, bien évidemment, et selon les clients, il y a des clients qui vont parler plus que d'autres. Et il y a des clients qui vont poser des questions aussi. Donc, il n'y a aucun problème à ce que le client pose des questions, il n'y a aucun problème à ce que le client parle. Au contraire, ça fait partie de la relation. Mais il arrive des situations où la personne a beaucoup moins à dire, ou bien ce n'est pas son style naturel d'exprimer beaucoup. Et tout à l'heure, vous savez, la personne en démonstration a été très courageuse. Parce que moi, je ne peux pas lui demander de parler de choses privées devant un groupe. Donc, je n'ai pas insisté non plus. Je n'ai pas posé de questions. Dès que je sentais que ce n'était pas approprié, j'ai juste pas insisté. Donc, c'est pas parce que la personne nécessairement ne voulait pas dire, mais il faut comprendre que c'est enregistré. C'est pour mettre sur les réseaux sociaux. Elle était d'accord avec ça, et c'est devant un grand groupe. Donc, moi, je l'applaudis, parce que pour avoir eu le courage de venir en avant dans ce contexte-là et de s'ouvrir. Donc, je comprends très très bien que peut-être il n'y a pas eu autant de mots que certaines personnes auraient souhaité ou qu'on verrait dans un coaching en bureau privé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a eu assez d'informations pour que la cliente, et c'est la cliente qui est importante, pour que la cliente ait des solutions pour elle, elle ait des pistes, elle a pris des décisions et elle repart avec quelque chose qu'elle va mettre en place. Et c'est ça qu'on veut après un coaching. On veut que la personne reparte en disant « j'ai ça à faire, je vais faire ça, je suis en paix avec ça, je suis consciente de ça, je suis satisfaite de ça et je m'engage à ça ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Le reste, ben, tout est dans l'art de où on accompagne, comment on accompagne et quel choix on fait. Et encore une fois, chaque coach a sa façon de faire. Ouais. Merci. Bonsoir à tous. J'ai une question pour Rosemary. Oui. Quel est ton sentiment? Veux-tu qu'on passe le récit? Oui, tu as besoin du micro. Je me sens très bien. Ça a été très positif. J'en suis ravie. Je vais savoir exprimer un mot là. C'est un peu gênant aussi. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Dans le fond, vous savez, la chose la plus importante, c'est ce que le client dit. Hein? Le reste, nous, on peut parler pendant des heures. Mais merci à toi. Mais le plus important, c'est avec quoi la personne repart et qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce qu'elle va en faire. C'est pas nous en tant qu'accompagnants, c'est ce que la personne va en faire. Et puis, c'est vrai que durant la session, j'ai utilisé du EMA.
J'ai utilisé aussi du langage hypnotique. Pour les personnes qui font de l'hypnose, elles peut-être reconnues. J'ai utilisé aussi de la PNL et d'autres outils. Donc, ce sont des outils qu'on peut incorporer avec l'approche et la méthodologie coaching. Et dans la méthodologie coaching, donc qui est vraiment de clarifier au fur et à mesure les étapes, quel est l'objectif ou quel est le sous-objectif ou quel est le vrai objectif, clarifier chaque ressource pour chacun, la mise en place des ressources, des empêchements, de l'écologie, la gestion des conséquences, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Je vais aller aussi sur l'intention. Donc, vous vous souvenez, j'ai posé la question par rapport à ces croyances. Est-ce que tu crois qu'il y a une raison pour laquelle tu vas vivre ça? Donc là, on va chercher l'intention. Là, on va chercher qu'est-ce qui est important. Et là, on va chercher les valeurs qui sont associées à ça. Et c'est de ça qu'après, il y a d'autres questionnements pour l'emmener à se positionner. Et dans la méthodologie coaching, il y a aussi le plan B. Ça s'appelle le plan B, qui est que si ça ne marche pas, il se passe quoi? Donc, c'est important aussi que la personne ne reste pas avec juste ça va arriver, puis peut-être ça n'arrivera pas. Hein? Donc, on appelle le plan B. Le récapitulatif, qui est dans la technique coaching aussi, et s'assurer que la personne part avec des ressources et des actions concrètes. Donc, en termes de méthodologie coaching, ça a été suivi dans cet angle-là. Voilà. Donc, vous savez, ça fait des années que j'accompagne les gens et ça me touche à chaque fois. Et dans ce qui s'est passé en avant, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est cette réalisation que tu as faite. Et aussi, et ça c'est la beauté vraiment de l'être humain, c'est que la solution qui est montée tout dernièrement, rapidement, aujourd'hui, quelque part, ton être intérieur te l'a mis en place parce que tu savais que c'était une bonne solution pour toi. Ouais. Et je fais confiance à ces ressources-là. C'est-à-dire que la personne sait ce qui est mieux pour elle. Et voilà, et ça va continuer aussi à se mettre en place dans ce chemin-là. Donc, oui, il y a une question en arrière. Je vais passer. Vous parlez de l'importance de la présence. Oui, l'importance de la présence. Chez les coachs, il y a deux courants de pensée sur la prise de notes pendant. Oui, la prise de notes, oui. J'ai vu que vous l'utilisez, je vais avoir travaillé là-dessus, certains sont pour ça. Oui, la prise de notes. Certains disent qu'on prend des notes, on sort un petit peu de. Oui. Alors, ça dépend de leur capacité à garder de la présence, en prenant des notes ou non. Personnellement, ça ne me gêne pas, parce que la présence, pour moi, c'est aussi une présence énergétique. Ce n'est pas juste une présence de contact avec les yeux. Et ensuite, dans la prise de notes, là, j'ai pris des notes seulement sur les choses importantes et les mots-clés. Donc, ce n'était pas une prise de notes de tout ce qu'elle a dit, parce qu'il faut savoir que quand on fait les dossiers, il y a des choses à écrire et il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, dans la formation que je donne, j'apprends aux gens comment repérer dans le langage qu'est-ce qui est important et comment le réutiliser après. Parce qu'on a tellement d'informations qu'on pourrait écrire des pages et des pages et des pages. Et là, c'est sûr qu'on perdrait le contact avec le client. Donc, moi, je répondrais aux coachs qui veulent prendre des notes ou qui n'en prennent pas, allez selon votre zone de confort et indiquez-le au client. Donc, dire par exemple, est-ce que ça vous gêne si je prends des notes? Je vais besoin de prendre des notes pour vous redire des choses plus tard. Mais l'important, c'est dans votre zone de confort. Parce que si vous êtes dans notre zone de confort, vous pouvez être dans la présence. Donc, ça n'a pas rapport au fait de prendre des notes ou pas prendre des notes, tu sais. C'est comment nous, on est confortable. Et donc, notre besoin aussi. Parce qu'on a aussi, en tant que coach, une obligation d'ouvrir des dossiers clients. Et d'avoir certaines notes, parce que ces notes-là, le client peut y référer à volonté. C'est un dossier, en fait, qui lui appartient aussi. Voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir été là et d'avoir accueilli, je dirais, cette discipline de coach, qui est peut-être encore moins connue ici qu'ailleurs. Et puis, je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir vraiment, au moins une fois dans sa vie, d'expérimenter un accompagnement coaching pour le vivre pleinement. Parce que l'observer, c'est bien, mais ce n'est pas par rapport à vous, à votre besoin, à vos questions. Donc, c'est comme un petit peu de l'extérieur. Mais quand on le vit pour soi, là, à ce moment-là, on contacte quelque chose d'important pour nous. Et là, je suis convaincue que vous allez vraiment saisir et comprendre pleinement ce que peut être un coaching. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci.
Merci Isabelle. Nous ouvrons le cycle de conférence avec Isabelle qui nous a fait le plaisir de s'arrêter un moment pendant ses voyages. Juste vous préciser, avant de vous inviter à venir avec nous, nous avons préparé un petit pot très simple, mais pour vous permettre aussi de continuer à échanger entre vous, avec nous, avec Isabelle. Donc ça sera l'occasion de pouvoir aller un petit peu plus loin. Juste vous dire que la prochaine conférence aura lieu le 15 décembre. Ça sera sur le thème de la famille. D'accord ? On a choisi un titre un peu accrocheur, qui est Ma famille à moi, hein, vu qu'aujourd'hui une famille peut-être multiple, peut avoir des facettes très différentes. Juste vous dire que on va dire que la structure des conférences habituellement est différente de celle que vous avez eue ce soir. C'est une structure dans laquelle, en général, 3 thérapeutes ou 3 coachs, hein, puisque dans l'association, il y a aussi bien des coachs que des thérapeutes, que des psychanalystes. Voilà. Il y a un ensemble de professionnels de l'accompagnement, hein, puisqu'en France, on parle uniquement, on ne peut parler que de professionnels de l'accompagnement, puisque la santé est réservée à des professionnels de la santé. Juste vous dire donc que les prochaines conférences seront toutes sur le même thème, un thème, sur le même mode, un thème, avec 3 personnes différentes qui interviennent dessus et donnent leur vision. Comme l'a très bien dit Isabelle il y a un moment, il y a autant de coachs que de visions, que de façons d'approcher, on va dire, les différentes problématiques et les différents besoins. Donc c'est pour ça qu'on a tenu, voilà, à vous proposer cela, de sorte à ce qu'il y ait en plus un débat, c'est-à-dire après que les 3 personnes soient intervenues, il y a un débat avec vous, avec le public qui est présent, et qui permet d'aller encore plus loin sur les visions de chacun. Voilà. Donc si vous le voulez, je vous invite à venir boire quelque chose avant de vous retrouver donc, le 15 décembre, ici même. Voilà, merci à tous d'être venus, et puis très bonne soirée, et encore merci à Isabelle.